Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2M, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cadence Parfaite en La Mineure, votre podcast qui aborde des thématiques artistiques. Je suis Guillaume, j'ai l'honneur de présenter ce podcast et aujourd'hui je suis accompagné d'une formidable équipe de journalistes venus vous parler de cinéma, mais aussi d'art plastique, de musique, de théâtre et de spectacles vivants, de littérature, de BD, de manga, de comics, de musées, de lieux culturels et de plein d'autres choses. Vous l'avez compris, ici on parle d'art. L'équipe qui m'accompagne, laissez-moi vous la présenter. J'ai nommé Noah. Salut. Dorian. Salut. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous Mathis, membre éminent de Cause Culture, l'association du master MPCDT. Salut. Bonjour à vous tous. Dans cet épisode, nous parlerons peinture. À l'épisode précédent, Noah, tu nous avais présenté un peintre méconnu du XVIIe siècle, Claude Lorrain. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter un autre peintre méconnu, mais du XIXe siècle. C'est bien ça ? Et c'est exactement ça. Puis ce sera au tour de Dorian, notre chroniqueur spécialisé en chansons françaises de temps révolus. Il vient aujourd'hui nous présenter Mon Dieu, un des grands succès d'Edith Piaf. Et oui. Et enfin, la recommandation de Mathis, un spectacle disponible au TNDA très prochainement. Il s'agit d'une version revisitée d'Antigone, et ça s'appelle Antigone in the Amazon. Exactement, Guillaume. Chères auditrices, chers auditeurs, chers auditoires, vous êtes sur R2M, la radio qui partage des ondes positives. Et sans plus attendre, commençons. Et sans plus de tergiversation, nous commençons cette émission avec Noah, qui aujourd'hui vient nous parler de Antoine Volon, un peintre méconnu du 19e siècle. N'est-ce pas, Noah ? C'est exactement ça, Guillaume. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a pas si longtemps, la dernière fois, je vous avais parlé d'un peintre que vous ne connaissiez probablement pas. Allez écoutez d'ailleurs cette chronique si vous ne l'avez pas écoutée, puisqu'elle est super. N'est-ce pas ? Elle est super. Ah oui, oh, oui. Sans aucun doute. Bref, cette fois, je vais vous parler d'un peintre que vous connaissez sûrement pas. Nuance. Je vais vous parler d'Antoine Volon, un peintre français né en 1833 et mort en 1900. Alors certes, vous ne connaissez pas Volon, mais vous, élèves assidus de MPCDT et les autres, vous avez peut-être entendu parler de Théodule Ribaud, quand même un peu plus connu. Ouais. On n'y croit pas, mais c'est pas grave. Yes. Je pense que l'auditoire vous le pardonnera. Alors ce Ribaud, c'est un peintre réaliste, mais c'est aussi un graveur, et ce qui nous intéresse, c'est qu'il a été le professeur de Volon. Et alors ça a une importance parce qu'on voit son influence dans l'œuvre de Volon justement, qui est lui aussi un réaliste, se sert de peinture à l'huile tout comme Ribaud, et a utilisé le procédé d'eau forte. Et là je vous vois venir, vous allez me demander « Mais c'est quoi l'eau forte ?» C'est quoi l'eau forte ? Je me pose la question tous les matins en me levant, donc j'aimerais bien savoir. Juste avant, au cas où l'un d'entre vous, alors pas toi Mathis du MPCDT, ça, je parle surtout aux gueux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas dans Cause Culture. Si un d'entre vous pensait que ça pouvait vraiment soulever de la fonte, je préfère vous rassurer, c'est pas le cas. L'eau forte, c'est surtout un procédé de gravure sur le métal grâce à de l'acide. Donc rien à voir avec de l'eau, c'est pas particulièrement fort non plus, mais bon, c'est pas moi qui fais les mots, donc on va appeler ça eau forte. Et effectivement, tout comme Rembrandt que vous connaissez ou Ribaud, Volon a fait des gravures à l'eau forte, et pas qu'un peu. Il est par contre très vite passé à son style favori, celui pour lequel on le connaît. D'ailleurs, si vous avez écouté le dernier podcast, vous savez que c'est mon genre de peinture préféré. Alors c'est lequel ? Le pointillisme. Nature morte, bien sûr. C'est exactement ça, Guillaume. Heureusement que toi, tu as l'air sympa et que tu es un bon ami. Et que j'ai le script sous les yeux. Et donc c'est bien les natures mortes, et je vous ai fabriqué un petit quiz pour l'occasion. Je vais vous donner 4 aliments, et vous allez devoir deviner lequel des 4 n'est pas l'élément majeur sur au moins un tableau de Volon. Donc, est-ce qu'il a fait un tableau axé autour des oignons ? Est-ce qu'il en a fait un avec des œufs, un avec des poivrons, ou un avec du beurre ? Il y en a 3 qu'il a fait, et un qu'il n'a pas fait, que je vous demande de trouver. Lequel il n'a pas mis en avant dans un tableau ? Le beurre. Les poivrons. En fait, il y a un piège, il a tout fait. Mais par contre, il est surtout célèbre pour sa mode de beurre, c'est son tableau le plus célèbre, un très beau tableau. C'est con, ça, je savais pas ça. Mais il a fait une nature morte avec oignon, une nature morte avec citron et poivron, et une nature morte appelée les œufs. D'ailleurs, Cézanne et Van Gogh ont eux aussi fait une nature morte avec des oignons. Donc voilà le point commun entre Volon et ses piliers de la peinture.
Et si je vous pose cette question, c'est pour vous montrer l'originalité du peintre, qui a peint des objets qui sont très peu représentés, notamment le beurre, les œufs et les poivrons en tant qu'objet central. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai écrit le quiz, j'ai mis le poivron en réponse fausse, et j'ai vu après qu'il avait vraiment fait un tableau avec des poivrons. C'est vraiment impressionnant. En plus, ces tableaux sont vraiment magnifiques, et ils plaisaient déjà à son époque, preuve en est qu'Alexandre Dumas fils, que vous ne connaissez que parce qu'il est le fils de son père, et qui a pour seule œuvre célèbre La Dame aux Camélias, lui, il faisait une collection des tableaux de Volon. Bon, ils étaient amis, certes, mais ça n'enlève rien à la beauté de ces tableaux que je vous conseille de regarder. Et puis, si vous voulez les voir autrement qu'en pixels, il y a beaucoup de ces tableaux au musée d'Orsay, mais aussi au musée des Beaux-Arts de Lyon, notamment Les œufs. Et je suis très content d'avoir découvert ce peintre et de vous l'avoir partagé. J'espère que ses œuvres plairont à certains de ceux qui écoutent. Pour qu'on fasse un fan club, l'objectif c'est de fêter le bicentenaire de sa naissance en 2033. Et on attend cela avec impatience. Moi, la question qui me taraude, Noah, c'est que tu nous as parlé de ces natures mortes qu'il avait peintes, mais du coup, il n'a pas utilisé le procédé de l'eau forte pour peindre ces natures mortes, c'est bien cela. Ah non, c'est bien ce que je disais au début. Quel est le rapport avec l'eau forte, du coup? Je disais, il a fait de l'eau forte au début, puis il est vite passé à son genre de peinture favori, c'est-à-dire les natures mortes, Avec des œufs. avec des œufs Et des poivrons. et du beurre. Eh bien, merci Noah, et on passe sans plus tarder à la chronique suivante. Poursuivons donc avec cette magnifique chronique de Dorian, notre vétéran, Et oui. le plus vétéran des vétérans de R2M depuis que la radio existe même, hein, qui vient nous parler donc d'Edith Piaf aujourd'hui, c'est ça là? Effectivement, je l'ai connue personnellement d'ailleurs. Edith Piaf, aujourd'hui, après vous avoir parlé d'écologie avec Le Paradis Blanc de Michel Berger, et après vous avoir parlé d'un appel à la paix avec If I Can Dream de Elvis Presley dans les anciens épisodes, je voulais vous parler aujourd'hui d'une chanson d'amour. Et ça tombe bien, vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, à peine petit, 3 mois près. Quand je vous dis amour, vous me dites... Bonheur. Et ben Edith Piaf, elle pense désespoir directement. Mon Dieu, c'est une chanson d'Edith Piaf qui est un cri du cœur, une prière bouleversante qui reflète l'intensité et la passion qui habitait la chanteuse française. Sortie en 1960, cette chanson s'inscrit dans une période où Piaf est fragilisée par les drames de sa vie et les problèmes de santé qui ne cessent de s'aggraver. Pour sortir de tout cela, la môme parle de plus en plus d'un thème, l'amour. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Écrit par Michel Vauquer avec une mélodie composée par Charles Domont. Ce dernier décrira d'ailleurs la chanson en disant « Mon Dieu est une supplication adressée à une puissance supérieure. En gros, Edith Piaf demande à Dieu de lui laisser un peu plus de temps avec l'homme qu'elle aime. » Chaque mot est empreint de cette urgence, de cette volonté de retenir le bonheur, même s'il ne peut être que temporaire. On y retrouve cette thématique récurrente chez Piaf, l'amour intense qui défie le temps mais que la fatalité finit toujours par enlever. Et la chanson traduit toute la profondeur des émotions de Piaf, un mélange de désespoir, de force et de vulnérabilité, illustré notamment à travers la répétition des paroles dans la chanson « Laissez-le-moi encore un peu mon amoureux ». Certains voient dans cette chanson une référence à Marcel Cerdan, un des grands amours de la chanteuse, mort tragiquement en 1949. Bien qu'elle ait été écrite bien après sa mort, le texte semble résonner avec la douleur que Piaf n'a jamais pu surmonter. Mon Dieu est une façon de revivre cette passion, mais aussi de se confronter à l'inéluctabilité de la perte. L'histoire d'amour entre Edith Piaf et Marcel Cerdan commence en 1948 à New York. Piaf est déjà une star internationale et rencontre Marcel Cerdan, un boxeur de renom surnommé le bombardier marocain, champion du monde des poids moyens. Dès leur rencontre, c'est un coup de foudre. Ils sont tous les deux à l'apogée de leur carrière, mais aussi en quête d'un amour profond et sincère. À cette époque, Marcel Cerdan est marié et père de 3 enfants, mais à sa rencontre avec Edith Piaf, tout est bouleversé. Leur amour se vit entre les tournées de l'une et les combats de l'autre dans une passion dévorante, comme disent les gens vieux comme moi. Ils regroupent tous les clichés possibles et imaginables du couple passionné. Ils échangent des lettres enflammées, font tout pour se retrouver quels que soient les obstacles. Cerdan se déplace parfois sur des longues distances juste pour passer quelques heures avec Edith Piaf avant de repartir. Edith Piaf dira de Marcel Cerdan qu'il est, je cite, « plus qu'un amoureux, il est son roc, celui qui la réconforte dans ses moments de doute et de solitude ». Cette citation résume bien, je trouve, l'ambiance qui règne entre les deux tourtereaux. Elle, qui connaît tant de drames et de pertes, voit en lui un espoir, une lumière dans sa vie tourmentée. Elle lui dédie ses chansons, elle le chante sur scène et leurs moments ensemble sont empreints de joie et de complicité.
Pour beaucoup de biographes qui se sont penchés sur la vie de l'artiste, leur relation est une parenthèse enchantée, une bulle de bonheur dans la vie souvent chaotique de la chanteuse. Mais cette histoire d'amour sera aussi marquée malheureusement par une tragédie brutale. En octobre 1949, alors que Piaf se retrouve à New York, Marcel Cerdan décide de la rejoindre en avion sur sa demande insistante. Le vol Paris-New York qu'il prend ne verra jamais l'Amérique. L'avion s'écrase aux Açores, emportant avec lui le boxeur et les 47 autres passagers. Quand Piaf apprend la nouvelle, elle est évidemment dévastée, et cette perte la marque profondément, et le souvenir de Marcel ne le quittera jamais. Ce deuil va lui inspirer des classiques de son répertoire, et notamment le plus connu d'entre eux, l'hymne à l'amour. C'était un amour absolu, sans concession. Elle disait d'ailleurs pour décrire cet amour qu'il était celui dont on parle avec des étoiles dans les yeux et une larme au coin des cils. Il incarne un romantisme tragique, un amour perdu trop tôt, qui fait écho à toutes les passions que Édith Piaf a chantées tout au long de sa vie. En fin de compte, Mon Dieu n'est pas seulement une chanson d'amour, c'est aussi un testament, une ultime prière pour la vie. Par ses mots simples et sincères, et grâce à l'interprétation magistrale de Piaf, cette chanson transcende le temps et reste l'un des chefs-d'œuvre intemporels de la chanteuse et de la chanson française, rappelant l'éternelle quête humaine d'amour et de bonheur et notre impuissance face à la fatalité. Merci Dorian pour cette chronique. De rien, je suis exceptionnel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Pour clôturer cette émission, une petite chronique de Matisse qui porte sur... Antigone in the Amazon. Eh bien, Antigone in the Amazon, qu'est-ce que c'est Matisse ? Eh bien, aujourd'hui, l'équipe de Cause Culture vous transporte dans les profondeurs de la forêt amazonienne à travers une œuvre théâtrale aussi fascinante qu'engagée. Antigone in the Amazon, qui est une adaptation de la tragédie classique de Sophocle par le metteur en scène Milo Rau, qui reste ici fidèle à sa pratique d'un théâtre documentaire engagé. Dans l'état du Pará, au Brésil, où la forêt est dévorée par les flammes et les terres arrachées aux indigènes, Antigone renaît sous les traits de Kei Sara, militante écologiste autochtone. Cette Antigone moderne défie non seulement les lois des tyrans, mais aussi les forces destructrices du capitalisme mondialisé. Aux côtés des activistes du mouvement des Sans-Terre, des comédiens et comédiennes européennes et brésiliennes, Milo Rau façonne une œuvre hybride où théâtre, cinéma, musique et réalité s'entrelacent. Sur scène, la Terre Rouge se mêle aux mots puissants de Sophocle, tandis qu'un triptyque d'écran géant projette la forêt et ses luttes. Le metteur en scène s'est rendu au Brésil pour filmer la reconstitution sur le lieu même d'un massacre ayant lieu en 1996, où 19 paysans sans terre ont été tués à bout portant par la police militaire. La pièce dialogue sans cesse entre le mythe et la tragédie contemporaine qui frappe l'Amazonie. Les discours réactionnaires de Créon résonnent comme ceux de Bolsonaro, et Antigone devient le symbole d'une résistance réfléchie et radicale. Mais Antigone in the Amazon, ce n'est pas qu'un spectacle, c'est une véritable plateforme d'action. En parallèle, Milo Rau et son équipe mènent des projets concrets, une campagne contre l'huile de palme, une exposition, des films documentaires et même des modèles de production éthique. Car selon Rau, le théâtre doit désormais se prolonger en actes pour proposer des alternatives durables. Antigone in the Amazon, c'est donc bien plus qu'une réécriture classique, c'est une réappropriation radicale où la tragédie antique croise les luttes d'aujourd'hui. Le spectacle se joue en anglais, portugais, tucano, flamand et français, surtitré en français et en anglais. Il est accessible à partir de 16 ans et promet de bouleverser vos cœurs et vos consciences. Une œuvre qui est à découvrir au TNBA du 10 au 13 décembre à 19h30. Une œuvre donc disponible très prochainement, prenez vos places, elles partent vite. Exactement, et on s'y retrouvera avec l'équipe de Cause Culture. L'occasion de retrouver Cause Culture, que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi sur Instagram au quotidien, à Cause Culture, tout attaché, tout en minuscule, -8 SCPO BDX. Merci Mathis. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, merci à nos chers chroniqueurs Noah, Dorian et Mathis.
En attendant, nous vous invitons à aller écouter le 3e épisode de Cadence Parfaite avec une magnifique interview de Mathis lui-même ainsi que ses collègues sorti il y a 2 semaines, ainsi que le dernier épisode de Jardin Public sorti il y a quelques jours dans lequel Héloïse aborde la thématique des relations amoureuses. Ils sont disponibles sur Spotify, Deezer et YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, @r2mscpobx pour être au courant de toutes les actualités relatives à la radio. On se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode de Cadence Parfaite en la mineure. Salutations camarades. Salut. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. R2M, partageons des ondes positives.